Bonjour, bienvenue. Dans le JT aujourd'hui, rencontre avec un auteur bien de chez nous. Jean-François Quatmer est finistérien et vient de sortir un tout nouveau roman à suspense, L'Ouest barbare. On en parle tout de suite après le point sur l'actualité de ce mardi 19 juin dans le département. Justice pour commencer. Ce mardi, le tribunal de grande instance de Quimper a rendu sa décision. L'association Anne-13 est reprise par les Genêts d'Or à Morlaix. L'association d'insertion professionnelle pour les personnes handicapées était en redressement judiciaire depuis le 28 février dernier. Sur les 17 salariés d'Anne-13, 8 sont repris par les Genêts d'Or. Les 9 autres devraient être reçus par la direction prochainement. On écoute les précisions de Jean-Yves Morvan, président des Genêts d'Or, au micro d'Erwan Lousseau. Il y a déjà 3 ans, nous avons créé un groupement GCSMS qui s'appelle Aurore, dans lequel Anne-13 nous a rejoints avec AS Domicile, CVL Service Entreprises Adaptées et les Genêts d'Or. Et donc nous travaillons depuis 3 ans ensemble à répondre à des appels d'offres et à commencer à envisager un rapprochement sur le futur de nos différents métiers et savoir-faire. Donc c'était logique à partir du moment où Anne-13 se retrouvait en difficulté. Ils nous ont demandé un coup de main et nous, on est venu faire une offre de reprise sur cette association. Notre offre financièrement était un peu plus élevée, mais je pense que ce n'est pas ça qui a fait la différence. Et puis après, il y a aussi la pérennité de l'association qui reprend. Et là, on rentre dans des contextes un peu compliqués où je pense que dans les années qui viennent, il va y avoir de plus en plus de petites associations qui vont se retrouver en difficulté. Et que du coup, je pense que le tribunal a privilégié une association avec 1200 salariés, 85 millions d'euros de budget, qui tient la route et qui est solide. On reprend tous les agréments qui sont actuellement en possession d'Anne-13, on continue à les développer, mais par contre, on fait ça avec le nombre de salariés qui sont financés. Et aujourd'hui, il y a 8 salariés de financés. Revenons à présent sur la situation des sans-papiers dans le département. La semaine dernière, plusieurs familles ont été déplacées de Brest vers Bénodet et Tréguin. L'association Casse-Papier continue de se mobiliser et a été reçue en préfecture ce mardi matin. On écoute les revendications d'Olivier Cuzon de l'association Casse-Papier au micro de Pauline Ferco. Il y a un mois, le président de la République a été choisi par les urnes. Les Français ont majoritairement décidé d'un changement de président de la République, un changement de gouvernement. Nouveau gouvernement, donc nouvelle politique migratoire. Le préfet du Finistère s'entête à appliquer les normes de l'ancien gouvernement comme si Nicolas Sarkozy avait été reconduit dans ses fonctions. Le secrétaire général nous a répondu qu'il était en attente de consignes du ministère de l'Intérieur, que lui n'était qu'un exécutant. Ce en quoi on est d'accord, mais justement en attendant ces nouvelles consignes et cette nouvelle politique migratoire, on exige un moratoire sur les expulsions. Nous, on interpelle les politiques, en fait, les responsables politiques locaux qui ont fait la campagne de François Hollande, qui aujourd'hui soutiennent sa politique. On interpelle ces politiques-là en leur demandant d'alerter l'exécutif au niveau national, en leur disant qu'il y a quand même un dysfonctionnement majeur dans le département avec ce préfet qui se refuse à prendre en compte les changements politiques qu'il y a eu au niveau de l'État. De son côté, le préfet du Finistère sort de sa réserve et répond à ces revendications. On l'écoute au micro de Frédéric Lorenzon. L'an dernier, dans ce département, 75 personnes ont été reconduites à la frontière, dont la moitié volontairement ont fait usage du droit au retour. Vous avouerez que ce n'est quand même pas des chiffres considérables. Donc l'idée du moratoire, ce n'est pas du tout à moi de statuer sur cette idée-là, mais au gouvernement, bien entendu. Il n'y a eu aucun changement de politique de la préfecture, ni aucune différence d'appréciation, vous l'imaginez bien, entre les autorités gouvernementales actuelles et la préfecture du Finistère. Il y a tout simplement l'application de la loi. Il y a un afflux énorme à Brest et subsidiairement à Quimper de personnes qui disent vouloir demander l'asile. De ce fait, les capacités financées par l'État, par le contribuable, vous et moi, d'hébergement des situations en pré-accueil avant la demande d'asile sont plus que saturées.
Dans l'actualité également, ce premier accident sérieux de tramway à Brest. Un scooter et une rame de tram sont entrés en collision dans le quartier de Recouvrance ce mardi vers 16h. Le scooteriste a été traîné sur une trentaine de mètres et est resté coincé sous le wagon. Les secours ont mis moins d'1 heure à soulever la rame pour l'évacuer. Ces jours ne sont pas en danger. Cet accident intervient à 4 jours de l'inauguration du tram. Les pouvoirs publics renouvellent les appels à la vigilance. Culture, à présent, et direction Landerneau à la découverte des sirènes et des dragons. Une exposition en plein air qui invite les curieux à la flânerie dans les ruelles de la Cité de la Lune. Regardez. Nous sommes ici devant la maison dite à la sirène. Et en haut, sur la lucarne, vous avez d'un côté une sirène qui est tournée vers la mer et un dragon qui, lui, est tourné vers les Lornes. Le dragon de l'Élorne est connu à Landerneau pour avoir été friand de chair fraîche. La sirène pour avoir fait tourner la tête de plus d'un marin. Bien d'autres histoires habitent la Cité de la Lune. Elle se niche souvent dans des détails bien cachés dans la pierre. Aucun n'a résisté à l'œil affûté de ce photographe. J'ai vécu assez longtemps à Landerneau, ce qui fait que ce patrimoine, je le connaissais déjà, enfin en partie. Il y a effectivement des choses que j'ai découvertes, des choses souvent qui sont situées très très haut et qui sont situées dans des endroits où on ne s'attend pas à retrouver du patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a des pierres dans certains murs qui sont ornées, qui sont sculptées, mais qui n'ont aucune, je dirais, raison d'être. Des gargouilles grenouilles qui se moquent des passants aux petits sonneurs de biniou sculptés dans la pierre. Chaque spécificité de l'architecture landernéenne se retrouve en grand format sur la place publique pour une exposition à ciel ouvert. Landerneau, c'est une ville ancienne déjà. Elle a un passé important, une histoire portuaire, donc avec des négociants qui vivaient le long de la rivière, donc qui ont fait construire ces beaux édifices, ces beaux immeubles particuliers, et donc qui avaient les moyens d'avoir des maisons de caractère. Donc on trouve tous ces petits détails qui se sont empilés en fait au cours des années. Retrouver chaque détail dans la ville devient ensuite un véritable jeu. L'exposition Sirènes et Dragons se poursuit jusqu'au 30 septembre. À vous de porter un autre regard sur ces vieilles pierres. Et place à notre invité Jean-François Quatmer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une des figures françaises des romans à suspense. Le dernier s'appelle L'Ouest barbare. Que raconte-t-il ? Il raconte essentiellement, je ne sais pas si le mot essentiel est juste, il raconte, en tout cas, c'est peut-être frappe davantage le lecteur, il raconte la longue cavale, cavale de deux personnages, deux rencontres, de deux personnages qui normalement n'auraient pas dû se rencontrer, tous deux évadés d'une prison de la centrale de Poissy, à la faveur du bombardement. Ça se passe en 40, j'ai oublié de le dire, c'est important, ça se passe en juin 40, et le fourgon qui voulait les mettre à l'abri du côté de la Loire est bombardé, et les deux des personnes qui se trouvaient dans le fourgon, puis les autres sont tués d'ailleurs, les deux personnes s'évadent. Alors ce sont deux personnages complètement différents, l'un est un brave garçon, victime d'une erreur judiciaire, et l'autre est un malfrat. Voilà, c'est la longue traque, la longue cavale de ces deux personnages qui vont essayer depuis Poissy, donc qui vont essayer de rejoindre la Pointe de Bretagne, essentiellement Poule-David, donc Poule-David, qui est mon village natal. Voilà, dont vous êtes originaire, voilà, à Douarnenez. Et dont le héros est originaire. Donc c'est vous dire que j'ai mis beaucoup de moi-même dans cette histoire. Et ils vont essayer d'aller là. Lui veut revoir sa femme, Tania, et c'est ce qui va soutenir, en ce qui le concerne du moins, l'épreuve, avec l'idée qu'il va peu à peu s'inscrire dans leur esprit, peut-être profiter qui se trouve à la Pointe de Bretagne pour essayer de gagner l'Angleterre. C'est l'époque de mettre à l'abri. Donc vous l'avez soulevé, l'histoire se passe pour une grande partie dans votre Finistère natal à Poule-David. C'est pas un hasard. Donc si cette histoire finalement assez sombre aussi se passe ici, vous avez mis quoi de votre histoire personnelle dans cette histoire? J'ai mis beaucoup de choses. D'abord, comme je vous disais, que je suis originaire de Poule-David, que Poule-David pour moi reste lié à tous mes meilleurs souvenirs d'enfance.
un Poulavik qui n'existe plus, je le mets dans l'introduction, dans la phrase initiale du livre, je mets un Poulavik qui n'existe plus. Parce que, Pourquoi Parce que je ne sais pas si ce sont des truands ou des gens des nuls, en tout cas des ou mal intentionnés ou simplement des incapables. À un moment donné, ça se passait dans les années 60-65, je ne les connais pas et je ne vais pas les connaître, qui ont eu l'idée de transformer ce qui était un plan d'eau magnifique au bout de ce qui est devenu maintenant le musée le port musée de Bornenay, qui était donc à marée basse. C'est vrai que c'était une vasière, mais terrain de jeu idéal pour les gosses, bien sûr. Et à marée haute, c'était un plan d'eau magnifique, quoi. Donc des deux côtés de la route qui va de Quimper à Audierne. Et aujourd'hui, vous dites que la mer est partie. Aujourd'hui, la route est là toujours, mais quand on y passe, on ne sait même pas qu'il y avait la mer avant. On voit des maisons et on voit des ateliers. Cette période de la guerre vous a profondément marqué. C'est un livre qui est inspiré d'une histoire vraiment personnelle ? Non, sinon par le rapprochement qu'on fait au cours de l'histoire avec un autre de mes livres, qui s'appelle Des Croix sur la mer. Un des personnages importants Des Croix sur la mer va se retrouver dans ce livre et aura un rôle important dans ce livre. C'est ma façon à moi, oui, de parler de mon histoire personnelle, puisque j'ai moi-même été, c'est ce que je dis dans Des Croix sur la mer, au départ j'ai été arrêté par les Allemands, j'ai été pendant 7 ans au mur des otages, je suis une sorte de rescapé ou de miraculé, et donc j'ai essayé de faire le lien, et je pense que je l'ai fait, j'ai fait le lien entre cette histoire et l'autre histoire qui est parue sous le titre Des Croix sur la mer et qui, elle, est inspirée réellement de ce qui m'est arrivé à moi. Oui. Et donc, cette histoire est à découvrir aussi dans L'Ouest barbare, qui, je le rappelle, est votre dernier roman à suspense. Oui, merci beaucoup, Jean-François Quatmer, d'être venu. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir.